Leçon 4 des droits et libertés fondamentaux. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre les termes de liberté publique et droits fondamentaux. Dans le cadre de l'étude juridique, l'usage d'une expression traduit l'importance que l'on reconnaît à une matière. Ces deux expressions sont apparues à des époques différentes. D'abord, il y a eu celle de liberté publique, puis celle de droits fondamentaux. En France, les libertés publiques apparaissent dans certains textes. Par exemple, la Constitution de 1852 prévoyait que le Sénat garantissait les libertés publiques. Les libertés publiques sont largement évoquées sous la Troisième République, notamment à travers les lois fondamentales qui illustrent l'évolution du système républicain. Ainsi, pendant une trentaine d'années, cette République met en place plusieurs libertés, la liberté de la presse, la liberté d'association, mais encore la liberté syndicale. Autant de droits correspondant à différentes dimensions de la vie sociale. Avec l'article 34 de la Constitution de 1958, il est affirmé que la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. L'expression droits fondamentaux, quant à elle, est apparue plus tard, principalement à l'échelon international. Il s'agit, à partir des années 50, d'une apparition dans d'autres États et à l'échelon constitutionnel. Par conséquent, aujourd'hui, il y a une complémentarité entre les deux situations et la notion de droits fondamentaux a contribué à ce que le législateur soit mis largement en recul. C'est le pouvoir constituant par le biais de la Constitution qui va créer ces droits. Nous allons donc voir le sens évolutif de ces deux expressions en commençant par définir ce que sont les libertés publiques plus en détail, puisque jusqu'aux années 1970 en France, les libertés publiques ont pris une importance croissante. Elles ont même acquis une définition plus précise. Il s'agit alors de déterminer les deux éléments constitutifs de cette notion, la liberté et le caractère public dans un second temps. Tout d'abord, la liberté se définit dans son sens négatif, comme l'absence de contraintes. Plusieurs distinctions classiques permettent d'en affiner la compréhension. Liberté juridique vs liberté philosophique, liberté naturelle contre liberté normative, liberté formelle contre liberté réelle. Cette dernière distinction, d'inspiration marxiste, oppose une liberté purement proclamée à une liberté effectivement garantie dans les faits. Ainsi, la Constitution de 1791 affirme les libertés publiques et les droits fondamentaux dans une approche libérale. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais il ne s'agit alors que d'une liberté formelle, critiquée d'ailleurs pour son absence de mise en pratique, d'où la revendication d'une liberté réelle. Enfin, on peut relever une dialectique entre liberté et pouvoir. Le pouvoir est à la fois rejeté car il peut limiter la liberté, et recherché car il est nécessaire pour protéger et garantir cette même liberté. Enfin, le terme public ne doit pas être compris en opposition à privé. S'agissant des libertés publiques, il désigne la situation dans laquelle l'État organise et garantit l'exercice de ces libertés. Elles concernent l'ensemble des personnes et sont affirmées par la puissance publique. Quant aux droits fondamentaux, leur développement plus récent traduit une nouvelle approche, marquant une transformation dans la conception des droits et libertés. L'évolution de ces notions est alors progressive. Les libertés publiques ont d'abord été opposées ou complétées par la notion de droits de l'homme. Les manuels illustrent ce passage. D'une référence initiale centrée uniquement sur les libertés publiques, on est passé à une coexistence entre libertés publiques et droits fondamentaux, puis parfois à une prédominance des droits fondamentaux. Il existe donc entre ces notions, à la fois une complémentarité, une succession et parfois même une opposition. Historiquement et politiquement, l'apparition des droits de l'homme, avec un grand H, a mis en lumière cette distinction. Les libertés publiques sont affirmées par l'État, elles ont un contenu juridique effectif, mais dépendent de la volonté du législateur.
Les droits de l'homme, en revanche, traduisent davantage un idéal ou une aspiration universelle. Ils reposent sur une réflexion théorique cherchant à s'intégrer dans l'ordre juridique positif. La référence aux droits humains s'est affirmée surtout à partir de l'après-guerre et de l'intervention des organisations internationales. Esquissés par la Société des Nations, ils ont été consacrés par l'Organisation des Nations Unies à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, puis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces textes ne garantissent pas toujours une application effective dans les États. Les droits de l'homme représentent souvent une potentialité plus qu'une réalité concrète. On peut ainsi dire que les libertés publiques constituent parfois une limitation des droits de l'homme par l'État. Certains auteurs considèrent même que l'expression liberté publique devrait être abandonnée au profit de celle des droits de l'homme, jugée plus valorisante et universelle. Enfin, l'évolution du droit révèle une réduction du rôle autonome du législateur. Avant 1958, la France refusait le contrôle de constitutionnalité des lois en raison de la sacralisation de la loi, perçue comme l'expression directe de la volonté générale. On privilégiait donc l'autorité de la loi sur celle de la Constitution. Les libertés publiques, c'est donc la situation dans laquelle les libertés sont organisées, garanties et encadrées par l'État. Elle renvoie à un système juridique qui assure cette garantie. On peut définir les libertés publiques de deux manières. Dans une acception restrictive d'abord, puis dans une acception plus large. Dans l'acception restrictive, ce sont des droits inscrits dans les préambules, les déclarations et les constitutions. Dans une acception plus large, ce sont les lois qui les reconnaissent, notamment sous la Troisième République. Les libertés publiques entretiennent alors un rapport ambigu avec l'État. Reconnaître une liberté, c'est déjà en fixer les limites. L'État peut se révéler oppresseur lorsqu'il ne reconnaît pas suffisamment le droit à la liberté, mais il doit également encadrer l'individu. D'un côté, l'individu cherche à voir sa liberté reconnue et protégée contre l'État, ce qui suppose de limiter le pouvoir de ce dernier. De l'autre, si l'État est trop faible, les individus ne sont plus protégés contre d'autres individus ou groupes susceptibles de porter atteinte à leur liberté. Il y a donc une difficulté, c'est celle de concilier ces deux exigences contradictoires. Un État assez fort pour protéger les libertés, mais suffisamment limité pour ne pas les restreindre abusivement. Cela explique que la législation en matière de liberté publique doit être à la fois protectrice et sanctionnatrice. Parlons maintenant de l'apparition des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux apparaissent après la notion de liberté publique, d'abord dans la Constitution allemande. Cette expression va concurrencer celle des libertés publiques et instaurer une opposition centrale entre les deux notions. En effet, les libertés publiques renvoient à des droits reconnus et protégés par un État donné, à une époque donnée. Elles ont un caractère situé, défini par l'État. Les droits fondamentaux, au contraire, ont d'abord été employés par des non-juristes pour exprimer l'idée d'aspiration à des droits et libertés qui ne correspondaient pas toujours à une réalité effective. On peut donc voir une certaine complémentarité entre les deux termes, mais progressivement l'expression droits fondamentaux tend à supplanter celle des libertés publiques. Les droits fondamentaux se développent à la fois comme expression et comme réalité à travers l'action des États et leur volonté d'accroître la protection des citoyens. L'expression apparaît notamment dans la loi fondamentale allemande du 23 mai 1949, dont les 19 premiers articles sont consacrés aux droits fondamentaux. C'est par exemple la liberté de la personne, la liberté de conscience et la liberté de réunion. Par la suite, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 consacrent, elles aussi, la notion.
À l'échelon européen, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est adoptée, intégrée au traité établissant une constitution pour l'Europe en 2004, lequel a été rejeté par le référendum français de 2005. Finalement, c'est le traité de Lisbonne qui permet son entrée en vigueur et son application à partir de décembre 2009. En France, on considère comme droits et libertés fondamentaux les principes reconnus par la Déclaration de 1789, le Préambule de 1946, la Constitution de 1958 et la Charte de l'environnement de 2004. Cependant, la doctrine diverge. Certains estiment qu'il faut aussi inclure les droits fondamentaux internationaux, comme ceux des chartes, de la Charte des Nations Unies de 1945 et de la DUDH de 1948. Le rôle du Conseil constitutionnel est central. Sa jurisprudence contribue à faire émerger ou transformer des libertés publiques en droits fondamentaux. Par exemple, la décision très célèbre et qu'il faut retenir, celle de la liberté d'association du 16 juillet 1971, qui consacre la valeur constitutionnelle du préambule de 1946. Ce rôle jurisprudentiel crée une ambiguïté car il peut aboutir à la reconnaissance de droits fondamentaux inexistants formellement auparavant. À l'échelle internationale, les textes fondateurs affirment la nécessité de proclamer et de protéger les droits fondamentaux. Il s'agit du préambule de la DUDH de 1948, qui insiste sur la foi des États en ces droits, tandis que la CEDH parle de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ici peuvent apparaître deux critiques principales. Premièrement, l'étiquette « droits fondamentaux » recouvre des contenus variables selon les systèmes juridiques. Deuxièmement, l'expression peut être vue comme une appellation d'origine peu contrôlée, tant dans son usage que dans son périmètre, qui sont bien sûr différents. Autrement dit, selon le pays ou le système juridique, le terme des droits fondamentaux ne renvoie pas toujours aux mêmes droits. Parce que ce qu'on appelle droits fondamentaux en France n'est pas forcément exactement la même chose qu'en Allemagne, aux États-Unis ou au niveau européen. Le contenu varie. Deuxièmement, c'est donc la critique selon laquelle l'expression des droits fondamentaux est parfois utilisée de façon large et imprécise. Elle fonctionne un peu comme un label qui semble prestigieux, mais dont les contours ne sont pas toujours strictement définis. C'est pourquoi on parle d'appellation d'origine peu contrôlée pour dire que tout le monde utilise ce terme, mais sans règle claire sur ce qu'il inclut exactement. Pour résumer, en fait, l'expression paraît séduisante, mais ni son contenu ni son périmètre ne sont uniformes ou parfaitement encadrés. Ce sont bien sûr les critiques qui sont effectuées à leur sujet. C'était la leçon numéro 4. Les droits et libertés fondamentaux. Nous avons expliqué la différence entre les libertés publiques et les droits fondamentaux. Je vous remercie.